7h55. Le 27 janvier 1968, au large de Toulon, un sous-marin français envoie un message de routine. Il demande la confirmation de la fin de son exercice. 4 minutes plus tard, le contact est perdu. 52 hommes. Une quarantaine de kilomètres de la côte. Le port d'attache est à 1 heure de navigation. On mettra 51 ans à les retrouver. 51 ans pour une épave posée à 1 heure de mer de la 2e base navale du pays. Ce n'est pas l'océan qui a mis tout ce temps. C'est autre chose. Elle s'appelle la Minerve. Coque numéro 6, 147. C'est un sous-marin de la classe Daphné. 57 mètres de long, un peu moins de 7 de large. Un peu plus de 1000 tonnes en plongée. Construit au chantier Dubigeon, à Nantes. Mise en service le 10 juin 1964. La Daphné, en 1968, c'est la vitrine de la construction navale française. 11 bâtiments pour la Marine nationale. Et surtout, un succès à l'export comme la France en a rarement connu. Le Portugal en achète, le Pakistan en achète, l'Afrique du Sud en achète, l'Espagne en construit sous licence. Au total, une vingtaine de coques dans le monde. C'est un bateau dont on est fier. Compact, discret, moderne. Conçu pour la Méditerranée. Sa profondeur maximale d'immersion est de 300 mètres. Retenez ce chiffre. 300 mètres. C'est la limite au-delà de laquelle la coque n'est plus garantie. À l'intérieur, il n'y a pas de place. Les couchettes sont installées contre les torpilles, dans le même compartiment. On se croise de profil dans les coursives. Le poste de commande tient dans quelques mètres carrés, tapissé de vannes, de manettes et de cadrans. Il n'y a pas de hublot. Un sous-marinier de cette époque passe des semaines sous l'eau sans jamais voir la mer. Ce matin-là, ils sont 52 à bord. 6 officiers, 46 officiers mariniers, quartiers, maîtres et matelots. Le commandant a 32 ans. Il s'appelle André Fauve, lieutenant de vaisseau. Retenez ce nom aussi. Il ne rentrera pas, mais 50 ans plus tard, c'est son fils qui rouvrira toute cette histoire. La Minerve a passé la nuit en exercice au large. Elle rentre. La mer est mauvaise. Le Mistral souffle en rafales proches de 100 km/h. La houle est forte. C'est un temps de janvier en Méditerranée. Rien d'exceptionnel pour un équipage entraîné. Dans 1 heure, ils seront à quai. 7h55. Le second maître radio envoie un message. Il demande la confirmation de la fin de l'exercice. Un message administratif. Une formalité de fin de mission. C'est la dernière phrase que la Minerve adressera au monde. Un détail, ici, a son importance. Pour émettre un message radio, un sous-marin doit sortir une antenne hors de l'eau. À 7h55, la Minerve n'est donc pas en plongée profonde. Elle est à la surface, ou juste en dessous. Retenez cela aussi. 50 ans plus tard, ce détail deviendra la clé de toute l'affaire. 7h59. Plus rien. Pas d'appel de détresse. Pas de signal d'urgence. Pas de bouée larguée. Aucune explosion relevée par les stations d'écoute. Un sous-marin de 57 mètres, avec 52 hommes à bord, cesse simplement d'émettre au large du Cap Sissier. Il faut comprendre ce que cela signifie. Un sous-marin en difficulté a normalement le temps. Le temps de chasser à l'air, de remonter, de lancer une bouée, de parler. Toute la conception d'un bâtiment comme la Minerve repose sur cette idée. Il y a toujours quelques minutes. La Minerve n'a rien fait de tout cela. Ce qui lui est arrivé trop vite pour qu'un seul homme à bord ait eu le temps de dire quoi. À Toulon, on attend. À 9h, elle n'est pas là. À 10h,
Elle n'est toujours pas là. Elle ne répond à aucun appel. L'alerte est donnée. Les moyens appareillent dans la journée. Et dans la journée, à Toulon et ailleurs, en France, on frappe à 52 portes. On ne dit pas aux familles que le bâtiment a coulé. On leur dit qu'on le cherche. Là commence quelque chose de particulier. Parce que, contrairement à la plupart des disparitions en mer, on n'est pas dans le flou. La zone d'exercice est connue. L'heure du dernier message est connue. Le dernier point est connu à quelques milles près. On sait où chercher. On ne trouvera rien. La marine engage tout ce dont elle dispose. Des bâtiments de surface, des avions de patrouille maritime, des plongeurs. Le secteur est quadrillé jour après jour. Le problème n'est pas la surface. Le problème est ce qu'il y a dessous. Là où la Minerve a disparu, le plateau continental s'arrête net. La Méditerranée ne descend pas en pente douce. Elle tombe. On passe de quelques centaines de mètres à plus de 2000 en quelques milles seulement. Le sous-marin a disparu au-dessus d'un précipice. En 1968, 2000 mètres, c'est une autre planète. Les sonars de l'époque ne portent pas jusque-là. Les plongeurs sont limités à quelques dizaines de mètres. Il n'existe alors, dans le monde entier, qu'une poignée d'engins capables de seulement descendre voir. Les recherches de surface s'arrêtent le 2 février 1968, 6 jours après la disparition. Mais on ne renonce pas tout de suite. On fait venir le bathyscaphe Archimède, l'un des rares appareils français capables d'atteindre ces profondeurs. Les Américains prêtent un navire spécialisé, l'USNS Mizar. Les campagnes se poursuivent jusqu'en 1969. Elles ratissent le fond. Elles reviennent vides. Il faut mesurer l'ampleur de la tâche. Chercher une coque de 57 mètres par 2000 mètres de fond avec les instruments de 1968, cela revient à chercher une voiture au fond d'un lac de boue, de nuit, en tâtonnant avec une perche. Et pendant que la France cherche, il se produit ailleurs quelque chose que personne, à l'époque, ne sait comment interpréter. 3 jours avant la Minerve, en Méditerranée orientale, un sous-marin israélien avait disparu à son tour. Il s'appelait le Dakar. Il n'a plus jamais répondu. En mars, dans le Pacifique, un sous-marin soviétique cesse d'émettre, le quai 129. En mai, au large des Açores, un sous-marin nucléaire américain implose, l'USS Scorpion. 4 sous-marins, 4 nations, 6 mois, 318 sous-mariniers. 1968 restera dans l'histoire navale comme l'année des sous-marins perdus. Et en pleine guerre froide, cette accumulation nourrit immédiatement toutes les hypothèses, les accidents en série, les défauts de conception, et les autres, celles que personne ne formule à voix haute, mais que tout le monde a en tête. C'est dans ce climat-là qu'un dossier se referme. Alors on arrête. Officiellement, il n'y a plus rien à faire. Les familles, elles, restent avec une phrase administrative. Le bâtiment est perdu corps et biens. Cause inconnue. Cause inconnue. 2 mots qui vont tenir 50 ans. Voici le point où cette histoire cesse d'être un accident de mer. Parce qu'une enquête a bien eu lieu. Une commission a travaillé. Un rapport a été rédigé, daté du 27 juin 1968, 5 mois après la disparition. Ce rapport est classé. Il est frappé du secret de la défense nationale. Il ne sera pas rendu public en 68, ni en 70, ni en 80, ni en 2000. Pendant 50 ans, les familles des 52 hommes demandent à lire ce que l'État sait de la mort des leurs. Et pendant 50 ans,
La réponse est la même. Non. Et puis, 2 ans après la Minerve, il se produit quelque chose qui rend ce silence intenable. Le 4 mars 1970, un autre sous-marin français disparaît en Méditerranée. Il s'appelle l'Eurydice. C'est une Daphné. La même classe, la même coque, le même chantier. À quelques dizaines de milles de la Minerve, au large du Cap Camara. Cette fois, un laboratoire de géophysique enregistre l'onde de choc d'une explosion sous-marine. Et cette fois, on retrouve l'épave. Dès le mois d'avril, par 750 mètres de fond, 57 hommes disparaissent. On a donc, en 25 mois, 2 sous-marins de la même série perdus dans la même mer. 109 hommes. Et dans les 2 cas, aucune cause établie. La question devient impossible à éviter. Y a-t-il un défaut dans la classe Daphné? Ces bateaux que la France vend au Portugal, au Pakistan, à l'Afrique du Sud, sont-ils sûrs? Et si un doute existe, depuis quand existe-t-il? Le dossier reste fermé. Il faudra un homme pour le rouvrir. Il s'appelle Hervé Fauve. Il est le fils du commandant de la Minerve. Il avait 7 ans en 1968, quand son père n'est pas rentré. Il passe des années à écrire. Au ministère, à la marine, à la présidence de la République. Il ne réclame pas un procès. Il ne réclame pas de coupable. Il demande à lire. Le 16 juin 2018, le journal officiel publie la déclassification du dossier Minerve. 14 dossiers sont ouverts. 50 ans, presque jour pour jour après le rapport qu'ils contiennent. C'est la première fois depuis la disparition que les familles peuvent lire quelque chose. Et cette victoire-là en rend une autre possible. Parce qu'entre-temps, le monde a changé sous l'eau. Ce qui était impossible en 1968 ne l'est plus. Des drones sous-marins autonomes descendent à 6000 mètres. Ils cartographient des kilomètres carrés de fond en quelques heures, avec une précision que les équipages de l'Archimède n'auraient pas osé imaginer. Hervé Fauve et les familles demandent alors une dernière chose, une dernière recherche. Avec les moyens d'aujourd'hui, en 2019, la France accepte. L'opération est montée sérieusement. Le service hydrographique et océanographique de la marine cartographie la zone. L'Ifremer y travaille. Le commissariat à l'énergie atomique y travaille. En février, un premier navire quadrille le secteur. En juillet, un second prend le relais avec des robots autonomes. Puis, on affrète un navire spécialisé, le Seabed Constructor, armé par la société Ocean Infinity, celle-là même qui a cherché le vol MH370 dans l'océan Indien. Il embarque une flotte de drones capables de travailler par 6000 mètres de fond. Il arrive à la mi-juillet. Il trouve en quelques jours. Le 22 juillet 2019, la Marine nationale annonce que l'épave de la Minerve a été localisée. Par plus de 2000 mètres de fond, à une quarantaine de kilomètres au large. Elle est brisée en 3 morceaux. Les débris sont dispersés sur une zone de 300 mètres de long et 250 de large. La Minerve ne s'est pas posée au fond. Elle s'est disloquée avant d'y arriver. Faites le compte. 6 jours de recherche de surface en 68. 2 campagnes en grande profondeur jusqu'en 69. Un dossier scellé pendant un demi-siècle. Un fils qui n'a pas lâché pendant 20 ans. Et au bout, quelques jours de travail pour une machine moderne. Au début du mois de février 2020, un submersible habité descend jusqu'à l'épave. Aux commandes, l'explorateur Victor Vescovo. À bord, Hervé Fauve. 52 ans après, le fils du commandant voit sortir du noir le kiosque du sous-marin de son père. Il dépose une plaque.
Alors, que s'est-il passé le 27 janvier 1968 à 7h59? Longtemps, la réponse a été « on ne sait pas ». Elle ne l'est plus tout à fait. Parce que trouver l'épave, ce n'est pas seulement retrouver des morts, c'est retrouver des preuves. Après la découverte, un contre-amiral à la retraite, ancien sous-marinier et expert judiciaire agréé auprès de la Cour de cassation, Jean-Louis Barbier, travaille 6 mois sur les images du fond. Il remet un rapport de 73 pages, présenté aux familles à la fin de 2020. Ce que révèle le champ de débris, c'est ce qui manque. Le tube d'air du Schnorchel et son antenne ne sont pas là où ils devraient être. Ils ont été arrachés. L'hypothèse retenue comme la plus probable est celle d'un abordage. Un navire de surface aurait heurté la Minerve alors qu'elle naviguait juste sous la surface, arrachant son tube d'air et son clapet d'obturation. L'eau se serait engouffrée. Le sous-marin aurait coulé, puis implosé sous la pression, probablement entre 800 et 1000 mètres. 300 mètres, c'était sa limite. Ce n'est pas un verdict, c'est une expertise. Et elle le dit elle-même, la plus probable des hypothèses. Aucun tribunal n'a jugé. Aucun navire n'a été identifié. La cause officielle de la perte de la Minerve n'a jamais été établie. Mais ce n'est pas la question à laquelle cette histoire répond. La vraie question, c'était « Pourquoi 51 ans ?» Celle-là, on peut y répondre. Il a fallu 51 ans parce qu'il a fallu attendre que la technologie rattrape le fond de la Méditerranée. Et parce qu'il a fallu attendre qu'un homme qui avait 7 ans quand son père n'est pas rentré obtienne le droit de lire un rapport. La mère a gardé le silence 51 ans. Les archives, elles, l'ont gardé exactement 50.